Donc, je vais vous parler de la création du réseau Dysphorie de genre de l'enfant et des adolescents en Île-de-France, qui est vraiment issu des réflexions et des travaux avec Colette et qui est vraiment qui a été possible par son engagement sur cette question. Alors, effectivement, comme ça nous l'a été rappelé, Colette a rencontré cette clinique et comme on l'a aussi beaucoup dit, c'est vrai que j'ai toujours été frappé de sa curiosité et d'une grande ouverture sur les questions cliniques, une volonté de comprendre, une volonté de décrire toutes les hypothèses possibles et tous les travaux sur l'identité sexuée qu'elle essayait de transmettre avec beaucoup de rigueur. Comme ça a été évoqué, c'est vrai que la richesse des discussions avec Colette, c'est qu'elle mêlait à la fois un regard humaniste, généreux, et en utilisant à la fois des données psychiatriques, psychologiques, philosophiques, et aussi médicales. Elle s'intéressait à la médecine, au fonctionnement médical, et j'avais toujours le sentiment d'une gourmandise dans sa curiosité permanente, dans ce besoin de comprendre, et comme ça a été dit aussi, un grand besoin de rigueur, préciser les termes, le vocabulaire, préciser ce qu'est l'identité sexuelle, l'orientation sexuelle, comment ça s'articule. Elle était toujours mécontente quand il y avait une espèce de confusion dans les termes utilisés et un souhait, bien sûr, que tout ça aboutisse aussi à la possibilité de projets de recherche. Donc, je crois que vous n'aurez pas le diaporama, mais ce n'est pas très grave. Alors effectivement, c'est vrai aussi, et pour en avoir reparlé, puisque malheureusement l'image de Colette ne se modifie pas dans les milieux associatifs LGBT, puisqu'elle avait été particulièrement blessée d'être décorée d'être la psychiatre la plus transphobe de France, et que malheureusement c'est encore des propos qu'on peut voir sur Internet. Mais effectivement, pour avoir discuté encore récemment avec Clémence Desmorat-Cruz, qui est la porte-parole des associations LGBT, le simple fait d'être dans un positionnement de recherche, de questionnement et de compréhension est vécu par les associations comme une volonté de réduire ce qu'ils vivent, et il y a vraiment ils le vivent comme une critique, comme une volonté de psychiatriser, et ils n'acceptent pas ce besoin qu'on pourrait avoir de se questionner sur les processus qui interviennent dans cette dimension. Pour autant, c'est grâce à elle que la pédopsychiatrie a pu s'ouvrir vers les protocoles internationaux, et malgré toutes ces difficultés et malgré les attaques qu'elle a pu vivre, elle a maintenu son investissement clinique et sa bienveillance envers ses patients. Alors, je vais retracer les différentes étapes de la construction de ce réseau. En 2011, en fait, déjà Colette a fait une intervention auprès du conseil scientifique de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent sur la situation qu'il n'y avait pas d'études françaises sur les problématiques de construction identitaire sexuée dans la population de l'enfant et de l'adolescent. Qu'il n'y avait pas de pédopsychiatre en dehors d'elle engagé sur cette question, et qu'elle-même se sentait bien seule dans les congrès internationaux, et elle sollicitait en tout cas sur le fait qu'elle souhaiterait que des collègues puissent s'engager avec elle sur une réflexion sur cette clinique. Il faut bien dire que tout le monde a été d'accord pour partager avec elle qu'il était important
que la pédopsychiatrie française s'intéresse à cette question. Pour autant, certains malaises avec cette question de voilà, comment les pédopsychiatres engagés sur cette question allaient perçus, qu'est-ce que ça allait faire vivre dans les hôpitaux où on pouvait travailler. Et c'est un sujet qui faisait peur, qui fait peut-être un peu moins peur aujourd'hui, mais qui, voilà, il y avait un malaise autour de cette question-là. En 2012, grâce au congrès du YACAPAP à Paris, nous avons pu entendre les travaux de nos collègues internationaux. Et je dois dire que, pour ma part, c'est vrai que je suis tombé un peu de mon fauteuil en constatant le nombre des travaux, les cohortes de patients qui pouvaient exister aux Pays-Bas ou au Canada ou aux États-Unis sur ces sujets, et dans les pays scandinaves, et l'absence totale d'études sur ces questions. Une autre question aussi qui m'avait un peu traversée, c'était mais pourquoi ici en France, les patients, les familles d'enfants, les familles d'adolescents ne nous questionnent pas à ce sujet? Pourquoi nous n'avons pas de demande? En 2013, avec le DSM-5, le terme de dysphorie de genre va donc apparaître et va aussi être source de questionnement et de débat, mais va nous permettre de nous positionner et d'affirmer qu'au fond, ce qui sera l'objet du soin, c'est la souffrance que cette situation entraîne dans la relation avec son entourage et la relation avec soi-même et en particulier avec son corps, et non plus une perception d'une construction identitaire apparaissant comme pathologique ou psychotique. Ce positionnement quand même a facilité nos débats, et il y a eu une volonté entre les équipes d'alors, de la Pie-Salpêtrière, de la Fondation Vallée et de Robert Debré, de s'engager dans la possibilité de mettre en place une consultation spécialisée et d'intégrer la réflexion avec les équipes adultes qui avaient créé entre-temps la Société française de prise en charge du transsexualisme. Pour autant, Colette nous a dit que si on voulait travailler sur ce sujet, il fallait se former et qu'on ne pourrait pas faire l'économie de ce travail. Et nous l'avons donc accompagné avec Agnès chez Robert Zucker à Toronto pour voir comment ils accueillaient les familles, comment ils abordaient ces questions, avec quels outils ils travaillaient. On a été très très bien reçus et associés aux consultations, au staff clinique dans le service. Et c'est à partir de là que nous avons pu mettre en place nos consultations spécialisées avec le souhait de pouvoir rendre possible l'application des recommandations internationales qui n'existaient pas alors en France. Nous avons donc créé toujours sous l'égide de Colette qui participait à toutes ces étapes, qui était présente, qui nous a aidé aussi dans la traduction de certains outils, qui nous a accompagnés pour qu'on soit rigoureux et pour qu'on puisse du coup donc créer une véritable réunion de concertation pluridisciplinaire qui rendrait possible nos discussions sur la possibilité soit d'envisager une suppression de puberté, soit la possibilité de commencer une hormonothérapie à partir de 16 ans, et aussi d'envisager des relais avec la chirurgie adulte, en tout cas avec les équipes adultes, pour rendre plus facile la possibilité d'une réassignation chirurgicale. Nous avons elle-même accepté de venir à la Fondation Vallée pour m'aider, pour accueillir les premières familles et bénéficier de son soutien dans la façon d'aborder ces questions avec les premiers patients qui sont venus à cette consultation.
Il y a eu aussi la mise en place à son domicile d'un séminaire de réflexion sur la question du genre, où nous nous réunissions le soir, et elle était toujours la plus vivante, la plus... on était toujours un peu fatigués, nous, mais elle, on se demandait comment c'était possible qu'elle ait toujours cette énergie et ce souhait que les choses avancent. En 2015, d'ailleurs, elle a permis qu'une journée scientifique soit organisée au sein de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent pour une rencontre avec Kenneth Zucker, qui a pu échanger avec nous, transmettre, discuter sur les aspects aussi de différences culturelles entre nos deux pays. Et elle a permis qu'à l'intérieur de la SOFECT et de la charte de la SOFECT soit créé un chapitre spécifique consacré aux enfants et adolescents. Alors, il faut dire au départ, nous avons eu quelques consultations. Là, il faut dire aussi que nos hôpitaux n'ont pas toujours été très emballés à la création de ces consultations. Ils ont un peu laissé faire. C'est des consultations que nous avons faites à moyens constants, c'est-à-dire à partir des moyens existants dans nos services. Et voilà, on a toléré nos consultations, mais du coup, on n'a pas eu des zones de diffusion très importantes de l'existence de ces consultations, et l'activité a commencé progressivement. Pour autant, nous avons commencé à être sollicités, nous avons communiqué dans différents congrès. Je dois dire que, et même encore, j'ai des collègues qui restent très dubitatifs sur la question de l'hormonothérapie à partir de 16 ans, sur l'idée qu'il faut accompagner la construction identitaire et qu'un enfant de 13 ans peut se penser homme et qu'on n'est pas là à devoir remettre en question, qu'il faut parfois renoncer au pourquoi pour surtout s'intéresser au comment. Voilà, je sens bien qu'il y a parfois une certaine incompréhension, inquiétude. J'ai pour ma part participé à plusieurs émissions télévisées et documentaires, et effectivement j'ai été au cours du dernier congrès de la SOFECT, on a souhaité qu'un pédopsychiatre entre au bureau de la SOFECT, et j'ai même accepté la vice-présidence de la société pour qu'effectivement la question des enfants et des adolescents soit une part non négligeable de la réflexion autour de ces questions. Aujourd'hui, en 2017, il existe donc un réseau bien construit entre nos trois équipes, le Revers de Bray, la Pitié et le SIAPA à Maison Blanche. Nous avons désormais des RCP, des rencontres pluriprofessionnelles mensuelles, car le nombre de demandes a énormément augmenté à partir du moment où ces consultations ont pu être connues. Je sais que Agnès, malgré sa grande disponibilité, sa capacité de travail importante, a désormais des temps d'attente pour une première consultation assez longue à la Pitié-Salpêtrière, aux alentours de plus de 10 mois, 8 mois, 6 là, bon. À Robert de Bray, il a la même chose. Et effectivement, pour vous donner une idée, au SIAPA, entre janvier et aujourd'hui, j'ai reçu 65 demandes de consultation de préadolescents et d'adolescents. Nous participons aussi aux réunions pluriprofessionnelles avec nos collègues adultes de Sainte-Anne, de Foch et de Saint-Louis pour voir aussi comment préparer la transition de nos mineurs devenant adultes. Nous participons aussi au réseau Transparis qui permet effectivement de coordonner nos pratiques. Et grâce à l'énergie d'Agnès, nous allons aller plus loin, puisque certes, on pourrait dire que nous partions avec un certain retard au regard de l'ancienneté des travaux existants dans certaines équipes internationales, mais nous espérons en tout cas qu'un PHRC puisse être autorisé. Agnès a déposé très récemment le dossier, et pour vous faire peut-être un peu peur dans notre projet, on souhaite effectivement étudier
l'intérêt de peut-être commencer une hormonothérapie avant 16 ans. Et c'est le projet qu'on dépose dans un projet de recherche très rigoureux pour que effectivement la France puisse aussi disposer d'études et de travaux innovants sur ces questions. Sur mes impressions ces derniers temps, effectivement, moi dans ma consultation, j'ai beaucoup plus de demandes de filles biologiques qui se sentent hommes. Ils arrivent finalement assez tardivement dans nos consultations, ce qui fait que, en tout cas, dans mon recrutement, j'ai peu de possibilités de suppression de puberté, puisque malheureusement, ils sont souvent déjà bien avancés dans leur puberté. Nous avons quand même sur les périodes de transition sociale eu, il faut le dire, puisqu'on s'en plaint souvent, et que là, pour du coup, on a des compliments à faire. Vraiment, l'éducation nationale a été extrêmement soutenante, et dans tous les établissements, quasiment, nous avons vraiment un accueil de cette question et un souhait d'inclure ces patients dans l'école. Comme ça a déjà été évoqué, vous le savez, qu'au niveau législatif, les choses ont changé et que le décret d'application date de la fin d'avril 2016 et qui effectivement nous dégage de cette question de l'autorisation de changement de genre. Et on voit bien que pour autant, c'est un besoin national puisque nous sommes énormément sollicités aussi par des collègues de province et François Metchkan a ouvert une consultation à Lille, Valérie Adrian, qui est présente dans la salle, a ouvert une consultation à Bordeaux. Il y a des projets de consultation à Lyon et Marseille, et Strasbourg et Rouen réfléchissent aussi sur cette question. Donc on voit qu'il y a quelque chose en tout cas d'un mouvement qui s'amorce. Ça reste un sujet compliqué. Et effectivement, on souhaiterait améliorer nos relations avec les associations LGBT, mais comme nous disait si bien Colette, est-ce que le discours militant peut rencontrer le discours médical? Je sais que dans certains pays c'est possible, donc après tout on devrait pouvoir y arriver, mais ça reste une difficulté. Clémence, la porte-parole, me disait combien elle-même, elle a accepté de venir à une rencontre de professionnels que j'organisais et elle a été très encadrée. Elle avait un discours préparé par l'association, elle ne pouvait pas dire un mot différent de son discours. Il fallait que son entretien soit filmé pour qu'ensuite le bureau de LGBT puisse revoir l'entretien pour voir si elle n'avait pas débordé dans ses propos. Récemment, une des associations militantes m'avait proposé de venir pour discuter avec eux de la prise en charge des enfants et des adolescents. Et à leur grand regret, m'ont annoncé qu'ils devaient annuler cette rencontre dans 15 jours car d'autres associations avaient menacé d'intervenir et d'empêcher la conférence et qu'au nom du règne d'une certaine paix possible, ils avaient préféré annuler cette rencontre. Donc on voit que le sujet reste difficile, c'est-à-dire qu'une partie des militants souhaiterait en tout cas, et on voit que c'est une discussion qui revient sans cesse, pourquoi faut-il rencontrer un psychiatre ? Effectivement, certains militants disent au fond, nous sommes libres, c'est notre corps, on fait ce qu'on veut et on ne voit pas pourquoi il faudrait un regard psychiatrique pour obtenir cette prise en charge. Alors je terminerai sur quelques souvenirs. C'est vrai que quand Colette est venue à la Fondation Vallée pour voir notre premier patient, c'était un cas extrêmement compliqué. Je n'avais pas anticipé, enfin, en tout cas je ne le souhaitais pas, mais c'est le premier cas que nous avons rencontré. Nous avons rencontré un jeune homme de 17 ans, un jeune homme d'origine africaine et qui avait vraiment une voix très grave et qui était un beau jeune homme très viril et qui nous expliquait combien il se sentait une femme asiatique
Et fallu essayer de comprendre à la fois ce ressenti d'être femme, mais particulièrement asiatique. Et on en parlait souvent de ce premier cas. Elle nous disait combien vraiment à la fondation de Verrier, les cas étaient vraiment compliqués. J'ai souvenir aussi d'une grande complicité dans les échanges, c'est-à-dire que moi j'avais toujours cette tendance de vouloir de voir que bon, peut-être elle était un peu âgée, qu'elle avait besoin d'aide pour qu'on lui porte son sac, pour que ça la mettait en grande colère. Elle aimait voilà, qu'on oublie la question des âges. Et une des premières choses, quand je lui ai proposé de me tutoyer, mais de continuer à la vouvoyer, elle m'a dit « Ah non, 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 on se tutoie ou on se vouvoie, mais en tout cas, ça sera au même niveau. » Et il y avait cette volonté, en tout cas, d'avoir une liberté de parole et d'échange, moi qui me sentais